j'ai pris conscience de quelque chose. Robert m'a rappelé quand est-ce qu'il était rentré dans la boîte. Et j'ai pris conscience que quand il était rentré dans la boîte, j'avais 2 ans. Donc je ne me serais pas imaginé à ce moment-là. C'est violent, mais je ne me serais pas imaginé à ce moment-là pouvoir me retrouver dans cette configuration. Exactement. Peut-être que tu fais d'ailleurs. Donc je commence. Alors moi je prends des notes parce que j'ai pas le talent de certains qui font des discours comme ça sans notes écrites. Moi j'ai pris des notes. Cher Robert, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, mais le fait de prononcer le discours de départ à la retraite d'un collège est pour moi un événement toujours marquant. Héritier d'une dynastie de managers, c'est à moi que revient cet honneur, car c'en est un, de prononcer des mots pour dire à celui qui change de vie la gratitude de la maison pour le travail accompli, l'énergie donnée, parfois aussi les sacrifices consentis. Et puis un départ à la retraite, c'est un carrefour important de la vie. Un virage parfois d'autant plus difficile à prendre que l'on a aimé son métier et l'entreprise dans laquelle on l'a exercé. Pour toi, Robert, ces quelques courtes années se sont confondues avec celles d'EDF, ou du gaz, ou de la distrib, à une époque pas si lointaine où il n'y avait qu'une seule grande maison. J'ai lu il y a peu dans les Mémoires d'Adriane de Marguerite Yourcenar cette phrase que j'ai trouvée belle. Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Je te sais toulousain d'origine, mais il y a fort à parier que ton entrée dans l'entreprise fut pour toi un peu comme une seconde naissance. Pas étonnant donc, sans trahir de grands secrets, que tu aies un peu de mal à la quitter. De Toulouse, il t'a fallu bouger pour prendre des postes dans les endroits les plus divers. Je ne vais pas refaire ici une C01 orale, je suis sûr que tu t'en chargeras, mais j'ai entendu parler tant de fois de tes aventures en Corse, à Tahiti, même si je viens de comprendre que ça n'était pas chez EDF, mais aussi dans d'autres endroits, aux sonorités douces à mon oreille, comme Carcassonne ou Cahors par exemple. Le gaz a fait briller ton étincelle avant que tu ne succombes au charme de l'atome, puis que tu rejoignes le monde de l'hydro. Dans toutes ces expériences, plusieurs métiers, mais un qui m'est particulièrement cher et dans lequel tu as trouvé ton épanouissement, les ressources humaines, mais nous y reviendrons. En fait, tu as fait le choix d'une dernière mission qui te ressemble au sein de la Fondation C'est Génial, la transmission et la compréhension par les nouvelles générations de cette belle industrie de l'énergie. Alors, si je voulais te décrire, que dirais-je ? Je commencerai par dire qu'entrer dans le bureau de Robert, c'est prendre le risque de traverser une faille spatio-temporelle. Ton goût pour le dialogue, pour le partage, et ta capacité à puiser tes sources de tous côtés, en dehors de tout dogmatisme, génèrent des discussions dont on ne peut sortir sans se demander ce qu'il est advenu du temps, et comment, malgré soi, on a pu se laisser entraîner dans des controverses intellectuellement savoureuses, toujours à fleurer moucheté, et avec le souci d'une langue choisie telle que je regrette souvent qu'elle soit en voie de disparition. Il n'existe pas chez Robert de monsieur ou de madame, mais uniquement des sieurs et des dames. Une autre caractéristique est que tu n'aimes pas trop rester enfermé dans ton cadre. Tu veux comprendre, tu veux innover. L'image du DRH rigide et accroché à son recueil de perses est loin. Même si je ne t'ai pas croisé en tant que DRH, je n'ai aucun mal à imaginer les sueurs des experts réglementaires face à ton imagination foisonnante. Je suis certain que les feuilles du manuel pratique en tremblent encore. Je t'ai connu au moment où ton sens de l'innovation s'évertuait à trouver les solutions les plus satisfaisantes pour les salariés de l'unité en termes de parcours professionnel. Il fallait bien quelqu'un de ton acabit pour cette mission complexe. Sur un plan plus personnel, c'était ce moment que je suis arrivé et j'ai parfaitement le souvenir de notre premier échange. Tu as fait en sorte de m'aider à connaître les gens, à comprendre l'organisation et les modes de fonctionnement avec beaucoup de bienveillance, toi qui avais connu bien avant moi un poste de DRH. Encore aujourd'hui, je te suis très reconnaissant de cet accueil qui m'a aidé dans ma prise de poste. Désormais, tu vas pouvoir consacrer un peu plus de temps à toutes les femmes de ta vie, ton épouse, tes 2 filles dont tu parles toujours avec une affectueuse fierté, mais aussi tes petites filles qui ont très vite su apprivoiser leur grand-père. J'arrive au bout de mon propos, j'avais dit que je ferais rapide. Il convient que je te laisse du temps, je ne doute pas que tu as beaucoup de choses à nous dire. Reprenant le début, je veux te dire, au nom de l'Assemblée, présente ici pour toi, pour toutes ces années, et au nom de l'entreprise, tout simplement merci. La qualité de l'écriture, le choix précis des mots, je suis très attaché à ça. Ça me touche vraiment.
Donc j'ai prévu un truc, c'est écrit gros. Si vous comptez vous en débarrasser rapidement, c'est pas de chance. Donc je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu à mon appel au physique, au téléphone, certains qui m'ont appelé, ou au message, pour ceux qui étaient éloignés et qui étaient indisponibles. Votre présence me touche sincèrement. Merci donc à Franck Ollier d'avoir insisté pour mettre en œuvre la tradition du pot de départ à la retraite. Effectivement, je pensais que ça allait se passer simplement, vu que j'ai, sur la partie finale, exercé mes talents ailleurs. Luc, d'avoir donné le feu vert à l'idée de Franck Olivier et d'avoir trouvé des mots agréables, puisqu'il m'en a parlé, pareil. Et Ocadi, elle est là, de m'avoir accompagné pour sa mise en œuvre, et puis Viviane d'avoir organisé les choses de manière parfaite. Donc me voilà soumis à l'exercice du discours. Ceux qui me connaissent savent que j'ai parfois besoin d'une heure pour parler 5 minutes. Donc vous êtes prévenus. Lorsque j'ai réfléchi à ce que je voudrais bien vous dire, je me suis penché sur toutes ces années. Elles ont filé inexorablement comme la poignée de sable sur la plage lorsqu'on écarte les doigts. Ma vie personnelle, 60 ans bien tassés, et professionnelle, plus de 40 ans de boîte, n'est faite finalement que de bifurcation. C'est le thème que j'ai choisi d'exploiter, car finalement, il nous est un peu commun à tous. Alors je vais être un peu professoral, si vous le permettez. Si l'on définit la bifurcation comme un changement de trajectoire imprévisible et inattendu, bien souvent irréversible, c'est bien ce qui caractérise les 11 emplois et les déménagements au sein de la grande maison. Le tout sans savoir si les choix étaient conscients ou pas, pertinents ou pas, opportuns ou pas, mais avec une seule certitude, il fallait assurer. Les situations ont-elles répondu à mes espérances? Bien souvent. Ai-je bien pesé en amont toutes les conséquences pour ma famille ou moi-même? Pas toujours. Ai-je des remords d'avoir mal agi? Beaucoup. Ai-je des regrets de ne pas avoir agi? Tout autant. Et si c'était à refaire, sachant que ce que je sais maintenant, je referai tout, mais en mieux. Donc lorsque la porte de la carrière professionnelle va se refermer, surgit le moment le plus opportun pour la relire et tenter de comprendre quels en sont les invariants qui ont instrumenté le chapelet de décisions qui m'ont inexorablement conduit devant vous aujourd'hui. Je passe dans cette salle après le célébrissime Philippe Laurenceau, un ingénieur rigoureux, grand pourvoyeur de modèles. Aussi, permettez-moi, qui plus est devant un parterre de scientifiques, d'oser un pied de nez. Je vous propose une belle et bien robuste modélisation synthétisée en une ravissante formule pour qualifier la dynamique de la mobilité bifurcatoire. Un phénomène classique du domaine des ressources humaines, science molle, par excellence. Bifurcation égale somme de 1 à l'infini de nos désirs, multiplié par le produit de nos rencontres et multiplié par la somme des opportunités. En sa forme la plus simple, cette fusée ne décollera qu'à condition que les 3 étages qui la constituent se soient allumés, l'un après l'autre, dans un ordre parfait qui aboutit par une mise en orbite dans une nouvelle aventure. Le premier terme, les désirs. Nous sommes tous le produit de nos désirs. C'est pas moi qui dis ça, c'est Freud. Au fond de chacun de nous se trouve enfoui sous un millefeuille éducatif, culturel et social, des graines de désir. Souvent conscients, mais pas toujours. Parfois contradictoires, même souvent contradictoires. Ils peuvent provoquer des luttes intestines avant de se révéler au grand jour. Dans cette situation, chacun est face à lui-même, dans un savant dosage de libération, de contrôle ou d'inhibition. Lorsqu'en 1984, je me suis présenté à EPRE, études prévisionnelles, recrutement, emploi, place des USA, à Paris, dans les locaux feutrés d'EDF-GDF à l'époque, fort d'une recommandation d'un prof d'automatisme et quelques faits d'armes, j'étais convaincu d'être embauché. Vraiment. Certes, j'avais bien préparé mon coup. J'avais mené 20 interviews auprès de tous les ingénieurs possibles dans toutes les directions d'EDF-GDF à l'époque. Et avec un culot monstre, j'ai convaincu le recruteur que j'avais ma place au sein de la grande maison. Mon désir était ardent. Ma vocation était d'œuvrer au service public de l'électricité et du gaz,
d'être en distribution, c'est ce que je voulais faire, sur le terrain, à développer et exploiter les réseaux pour le bien de la population, avant une mission finale de participer à l'électrification du vaste monde. Banco, me dit le recruteur, et il me dit, ça sera à Montpellier. J'étais comblé. Les 8 lustres qui suivirent le furent tout autant. Les rencontres. Nous sommes tous le produit de nos rencontres. Réfléchissons ensemble. Pourquoi êtes-vous rentré chez Sous-Boulanger pour prendre votre pain? La bonne et chaude odeur du pain sorti du four, le sourire du boulanger à travers la vitrine, l'amabilité de la personne qui servait le pain, mais aussi le savoureux quignon de pain un peu brûlant que vous avez croqué sur le chemin de retour. La deuxième étape du processus, c'est la rencontre. Pas de mouvement sans rencontre, certes, mais pas de mouvement sans rencontre en phase avec vos désirs. J'ai eu la chance inouïe de rencontrer parfois par hasard des personnages de grande valeur, robustes, célèbres, modestes, reconnus ou discrets. Grâce à eux, se sont ouvertes des perspectives parfois insoupçonnées, répondant à des désirs inconscients, élargissant le champ des possibles. Avec cette croyance machiavélique qui m'habite, qui veut que tant qu'il y a de la vie, c'est dans les situations les plus graves que se présentent les meilleures opportunités. J'ai des travaux dirigés après. La somme des opportunités. Nous sommes tous le produit des opportunités que nous avons su voir et saisir, ou pas. L'occasion fait le larron, nous enseigne la sagesse populaire. Combien de fois ne nous est-il pas arrivé de chercher une place de stationnement dans un centre-ville encombré et de repasser en vain plusieurs fois dans la même rue? Par miracle, au bout de la énième rotation, juste devant nous, une voiture quitte sa place et vous livre sur un plateau le stationnement tant convoité. C'est le type de dénouement heureux qui font les bifurcations comme l'aboutissement d'un processus, désir, rencontre, opportunité. J'ai eu la chance, après diverses rencontres, que soient matérialisées les opportunités permettant de conclure la dynamique. Toutes les bifurcations n'ont pas réussi du premier coup. Certaines n'ont pas voulu de manière obtuse se concrétiser malgré mon désir, alors que d'autres se sont déroulées sans anicroche, comme si tout était écrit. Les travaux dirigés. Pour le plaisir, car finalement seules les anecdotes restent, je veux vous en égrener quelques-unes de ces synchronicités et bifurcations, de ces hasards et de ces nécessités, comme disait l'autre. Ces fameuses opportunités que la vie sème sur notre chemin. Au-delà de la situation elle-même, ce qui est fascinant est le caractère universel et reproductible de ce type d'enchaînement. Je vous propose de basculer dans le registre de la transmission. Je vais examiner le dessous des cartes de quelques cas vécus, de partager le retour d'expérience, ces précieux enseignements qui, comme les cure-dents, ne servent qu'à soi-même. Mars 82. En stage de fin d'études à l'école d'ingénieur à la Grave, à l'hôpital de Toulouse. Le diplôme va être assuré, mon service militaire est calé, je vais être scientifique du contingent en supaéro, chez Benzaken, diplôme et thèse assuré, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. En début d'après-midi, je suis planté devant la grande palissphère d'Air France qui décore l'entrée du labo. Le chef du labo, Robert Morucci, passe à côté de moi, s'arrête, et il me dit « Ah, ce vaste monde, qui n'est pas tenté de le parcourir? Au fait, votre service national s'est calé parce qu'au Centre de recherche de la santé des armées, on cherche un électronicien pour Tahiti. Ça vous intéresse ?» Un peu surpris, je bredouille un oui timide. « Ben tiens, voyons. Envoyez un fax au général Scrogneux de ma part. » Quelques mauvaises nuits de réflexion après, j'y vais-t-il pas, je lâche la proie pour l'ombre. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, renoncer à tout ce qui est tout tracé, tenter l'aventure au détriment de la sécurité? J'en parle à mon père, qui me conseille d'écouter mon cœur. Finalement, j'arrive à me convaincre que je ne risque rien. J'envoie un fax, une semaine après, le coup de téléphone, les codes, je pars à Tahiti. Alors que tout était calé à l'avance, l'avenir tout tracé, pourquoi le bouleverser? Le goût de l'aventure au détriment de la peau d'âne prestigieuse? L'outrecuidance de maîtriser son destin? Non.
désir révélé, rencontre féconde et opportunité à ne pas manquer. L'archétype parfait de la parfaite bifurcation. Quels sont les enseignements de cette expérience? Les grands de ce monde trouvent une grande gratification personnelle à donner des coups de pouce aux petits. Pourquoi? Parce que je travaillais pour un autre Robert Bolinelli, qui était le doyen de la faculté de médecine, et qui m'avait envoyé une lettre de recommandation auprès du général Strogneux, qui avait, je pense, provoqué la chose. Donc les grands, ils aiment bien donner des coups de pouce aux petits, surtout quand ils ont été, ou pourraient être, leur être utiles. Dormir sur un problème, consulter les amis fidèles, apporte ou pas une bonne solution. Bien souvent, les choix sont inconsciemment orientés par l'intuition. Tous les échafaudages pseudo-rationnels mis en place, vous savez, le tableau Excel qu'on met pour choisir sa voiture, ne sont que des artifices intellectuels pour justifier le choix du cœur. Au moment où la décision est prise, ont été enregistrées plus ou moins rationnellement toutes les informations disponibles au moment. Il faut se convaincre que c'est bien la meilleure décision qui a été prise et ne pas la relire à la lumière du temps qui a passé, sinon on fait une anachronie. Et enfin, si vous voyez 3 Robert ensemble au même moment, il y a une faille spatio-temporelle en formation. Juillet 85. J'ai été embauché en 84, on m'avait dit que ça sera Montpellier, puis finalement c'est Carcassonne. Et puis au bout de 6 mois, je m'ennuie. J'écris au CNES, le CNES me dit on vous embauche en janvier. Je passe devant le tableau du bulletin des postes vacants, je vois un poste à l'hydraulique à La Réunion. Postule, mais on ne sait jamais. Quelques jours plus tard, le téléphone sonne, bonjour monsieur Panadero, vous partez à La Réunion. Génial, j'annonce à mon épouse, valise, on retourne dans les îles, puisque mon épouse m'avait suivi à Tahiti. Quelques heures après, je reçois un coup de téléphone de la secrétaire du directeur qui me dit Panadero, le patron, il veut vous voir. Hein. Bon, j'arrive et je monte voir le patron de Newless. 2 minutes, montre à main. Il est là, il est présent dans mon esprit. Jeune homme, il y a des règles. Je vous ai embauché pour remplacer l'ingénieur télécom. Vous ne partez pas à La Réunion, car ici, c'est moi qui commande. Débarrassez-moi le plancher. Belle expérience. L'Orex. C'est quoi? Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu pars. Si un directeur te rappelle quelques fondamentaux et finit par « débarrasse-moi le plancher », c'est que tu viens de prendre une salutaire remontée de bretelles format XXL. Désir et opportunité sans rencontre au préalable, pas de bifurcation. Donc à Carcassonne, 1 an déjà donc, 2 jobs se présentent, Narbonne et Carcassonne. Je vais voir le chef, je dis je peux postuler? Il tout saute, il me dit postuler. Je postule, je fais mon plan, effectivement, pour moi ça sera Carcassonne, parce que ça sera Narbonne. Désir, je coche la case, bien sûr, je vais être ingénieur de travaux. La rencontre, j'ai demandé à Denis, hein, j'ai l'imprimatur du chef. Et qu'est-ce qui se passe? On me dit, Panadero, félicitations, vous êtes nommé à Carcassonne. Bon. Finalement, je fais contre mauvaise fortune bon cœur. C'est un super boulot, l'ingénieur de travaux. C'était le 3e cadre de l'agence, avec une astreinte, une paye remarquable pour l'âge que j'avais à l'époque, et une très belle villa qui était associée à l'emploi. Ce furent 5 années exceptionnelles à la tête d'une fine équipe de techniciens. Je m'en souviens comme si c'était hier. Jacques, Pierre, André et tous les autres. C'était des pionniers de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Donc ils avaient beaucoup de choses à dire. De l'électrification rurale, ils m'ont appris tout du métier de la distribution de l'électricité et du gaz. Les KVA, les sections des câbles, les IMAP, les décanewtons, les poteaux, les armements, les ancrages, les abacs d'Mbiki, les tubes de gaz, les PE, s'il y a des distributeurs ici, ça va leur rappeler des choses. La fonte, l'acier, les soudures, les fonds bombés, les branchements, tout. Et ils m'ont fait avaler quelques couleurs. Mais ce n'était pas des couleurs, c'était des voies constrictoires. En échange, pour gagner ma légitimité, je leur ai expliqué le calcul trigo, parce qu'il fallait calculer les poteaux. L'origine de la chaînette. La chaînette, c'est la forme que prend un conducteur quand il est tendu entre 2 poteaux. C'est la résolution d'une équation différentielle avec un cosinus hyperbolique. dont le paramètre est la flèche, et donc bien évidemment on se bossait en permanence. Après des heures au cube que j'ai passé le soir et le week-end à bosser avec
le guide de la distribution alors que mon épouse s'occupait des enfants. J'ai donné des cours d'informatique le soir aussi. Et à la longue, c'est comme ça qu'ils m'ont accepté. Ce fut ma première initiation au management. On disait la conduite des hommes à l'époque. À moins de 30 ans, en commettant assidûment, les unes après les autres, toutes les erreurs possibles et imaginables en ce domaine. Quels sont les enseignements? À moins de 30 ans, si tu veux commencer à faire ta place, ça c'est pour les jeunes, hein, apporte aux autres ce qui leur manque. Ne sois pas avare de ton temps ni de ta sueur. C'est comme cela que tu obtiendras des autres le meilleur et que tu gagneras en légitimité. 90. En 90, l'horloge de l'ennui sonne. La composante désir de changement devient prégnante. Une amitié sportive m'ouvrit les yeux sur l'intérêt des activités commerciales et industrielles de DFGDF. Les planètes s'alignent rapidement lorsqu'émergea une opportunité à Perpignan. La bifurcation se fit naturellement. En 91, le management change. Les orientations furent revues et le relationnel au sein de l'équipe se tendit. Mes deux collaborateurs me prirent en grippe car je n'avais pas repris les pantoufles de mon prédécesseur et surtout j'épluchais de trop près leurs notes de frais. En ma présence, ils commencèrent à me parler catalan. Et moi, je parle espagnol couramment, le catalan et l'espagnol, c'est la même chose. Donc, je me suis un jour méchamment moqué d'eux, ça les a fâchés un peu plus, ça a fini par une bronca collective chez le chef de service, où la compréhension et la volonté de travailler ensemble restèrent dans le couloir. En aparté, il me fit comprendre clairement qu'il comptait sur moi pour que ça s'arrange, qu'à EDF, c'était pas de vague, et qu'il fallait que je m'en accommode. Après tout, j'étais privilégié dans une région convoitée, j'étais cadre, je devais donc montrer l'exemple. Là, le désir de bifurcation tangentielle monta très haut. Heureusement, le destin frappa ses 4 coups à la porte. Vous savez, comme la symphonie de Beethoven. Et c'était qui? C'est un couple de collègues et d'amis invités à déjeuner un dimanche. Entre la poire et le fromage, vous verrez que c'est un référent culturel, ça, la poire et le fromage. Le collègue m'alerta. Publication d'un job à Tahiti. Il est fait pour toi. Barbare, j'en parle à mon chef. Bien évidemment, avec un soulagement certain, il me donne le feu vert. Entretien à Paris, dans les locaux de la Lyonnaise des Eaux. La maison mère de l'électricité de Tahiti. Je vois que le technicien, François Gendrin. 2 heures d'un intense entretien. D'emblée, il me dit qu'il a son candidat et que finalement, il me reçoit à titre explorateur par amitié. Finalement, je me lâche puisque je sais qu'il n'y a pas d'enjeu, puisque je ne serai pas pris. Il commence la cuisine. Quelle est la motivation d'un curé? Un sergent qui sort de la tranchée en tête de la section. C'est quoi sa motivation? Je joue la sincérité, ce que je pense, les erreurs que j'ai commises, ce que j'ai appris, mes lacunes, là où je dois progresser, les projets, mon ambition. Au bout de 2 heures, il me pose la main sur l'épaule et me dit: jeune homme, c'est vous que je prends. Dans 15 jours, vous serez à Tahiti. Mais, et il me dit: il n'y a pas de mais. Vous êtes à l'export dans 15 jours à Tahiti. Ce jour-là, j'ai traversé Paris à pied. Il faisait beau. J'en ai encore le souvenir. Les enseignements. Même si c'est naturel et humain, quand tu te mets en colère et que tu es un animateur d'équipe, tu as tout faux. Ne jamais se mettre en colère. Astuce, c'est la moutarde montonnée. Sortir. Respirer un bon coup, marcher un quart d'heure pour se calmer. C'est la meilleure façon de ne pas commettre une erreur qu'au final on regrettera toujours. Ceci est également valable si votre chef est souverainement agaçant, mais ça n'arrive jamais. Ce n'est pas parce qu'on te dit que le poste est réservé ou bien qu'il est déjà pris qu'il n'est pas pour toi. Une fois de plus, les voies de la gestion des RH sont souvent très impénétrables. Parfois à ton avantage, pas toujours. Dans tous les cas, un entretien, il faut être spontané. Dire ce qu'on est vraiment. La sincérité jouera toujours en sa faveur, ou pas. Pour le poste, le suivant, pas du tout. Les repas, quoi qu'on en dise, sont de formidables lieux de rencontre et d'émergence d'opportunités entre la poire et le fromage. 3 ans de Tahiti extraordinaire. Je ne rentre pas dans le détail, c'était l'électrification. Poser des centrales, on tirait du câble.
3 mois de voyage inoubliable aux États-Unis, j'avais collé tous mes congés ensemble. Et on a voyagé en famille pendant 3 mois aux États-Unis. Fin août, on était à Los Angeles. Je ne sais toujours pas où on doit aller. Et l'avion, je le prends dans quelques jours. J'ai le GK au téléphone. Dans un hôtel, c'était l'hôtel Bristol, je me souviens encore. Monsieur Panadero, comme vous le souhaitez, un job d'adjoint d'agence vous attend à Bourges. Mon épouse avait l'organiseur sur le lit. Il me fait non. On a reçu un échange un petit peu musclé. J'entendis que j'étais difficile, pas en position de force, que je devais prendre ce que l'entreprise me donnait. Et là, je bluffe. Je dis, vous savez, la Lyonnaise des Hommes m'a proposé un job à Nord. Et je n'ai pas encore donné ma réponse. C'était vrai. Là, revers croisé, lifté dans les dents, une belle leçon de morale. Ce serait de votre part une grate trahison vis-à-vis de l'entreprise qui vous a fait grandir. Vous n'avez pas tort, ça m'a touché. Il me dit, bon, j'ai une dernière proposition que vous ne pouvez refuser. Adjoint d'agence et projet national en même temps. Agence de Figeac dans l'Hôte. Et puis il me décrit le job. J'aurai de mon épouse, Grumpy Cat. Non. Je demande, bon finalement, c'est qui va m'évaluer? Réponse, le directeur d'agence s'appelle Jean-Claude Alarcon. Une nanoseconde après, je réponds, ok, je prends. Les yeux en soucoupe de mon épouse. Le GK, il ne comprend pas. Bien sûr, Jean-Claude Alarcon, je le connaissais. C'était un copain de Bringue à l'école, l'ingénieur, c'était lui qui tenait le bar. Je vous garantis qu'on a pris quelques cuites ensemble. Et je connaissais l'individu. 4 enseignements. Quand un gestionnaire de carrière ou un CPP cherche un collaborateur, c'est lui qui a le problème, pas vous. C'est lui qui l'a. S'il se trompe ou ne trouve personne, il aura beau invoquer la conjoncture, le recul de la mobilité, le manque d'engagement de la jeunesse, la faible attractivité de la région et une rafale d'arguments éculés, c'est lui qui joue sa réputation. Il est donc par essence prêt à vous survendre le job pour vous hameçonner. S'il vous sent en gros capable de le tenir. N'oubliez pas que c'est un métier de relations humaines, où le feeling joue une part non négligeable. En outre, il a toujours plusieurs postes à pourvoir, et vous proposera en premier le plus pourri, celui qu'il a pendant un certain nombre d'années. Quand on cherche un job, la mise en danger se fait toujours par la prise de risque inconsidérée quand vous surestimez vos capacités à tenir le job sur le long terme. Vous devez garder de la marge sous le pied pour répondre aux coups imprévus qui viendront sûrement vous mettre sous pression. Il est nécessaire de prendre des risques, mais raisonnables. Faites parler le gestionnaire pour maximiser les informations avant de prendre votre décision. Si finalement le job ne vous va pas, ne vous sabordez jamais un entretien pour que l'on trouve des arguments pour ne pas vous prendre. C'est tellement facile. Ça vous desservira toujours et restera une tâche indélébile dans votre dossier. Au contraire, soyez loyal. Indiquez clairement que le contenu de l'emploi ne correspond pas à ce que vous cherchez. Si vous n'y arrivez pas car trop de pression, demandez à réfléchir. Ça ne vous sera jamais refusé, même si on vous demandera de réfléchir vite. Il est plus facile de dire non au téléphone qu'en face à face. Ne cherchez pas à répondre au portrait type du bon candidat, en cherchant à totalement adapter votre personnalité aux exigences de l'emploi pour être pris. Exagérer ses qualités est de bonne guerre. Le gestionnaire de carrière n'est pas dupe. Moi, je voyais pratiquement entre 100 et 150 personnes par an. Donc, au bout, vous commencez à être rodé et vous commencez à décoder le non-verbal. Si vous en faites trop, vous risquez d'être pris sur des faux semblants et vous vivrez le syndrome de l'imposteur rapidement dans un job et ça sera un échec cuisant. Soyez toujours vous-même, simplement. Nous n'avons pas tous vocation à finir sur une croix. On peut aimer tous les gens, mais pas trop. 99. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont du Célé. Belle réussite, on était la meilleure agence du Sud-Ouest. Avec le compère. De belles réussites, des échecs cuisants aussi. La tempête de 99, des missions à l'étranger, des départs apportés. Le dernier, le 3 juillet, annonce d'International Distribution.
Tu pars aux Émirats 5 ans. Le 5 juillet, drame familial, avec une crise cardiaque de ma belle-mère, à l'annonce du départ. Elle avait perdu son mari quelques mois plus tôt, et sa fille unique partait avec les 2 petites filles à l'autre bout de la planète. Le 7 juillet, elle décède. Des primes réactionnelles de mon épouse. Dans une ambiance lourde, je pris en charge la logistique du départ, la démission de l'emploi, la résiliation du bail, l'inscription de l'enfant au lycée Louis Massignon à Abu Dhabi. Je prépare les malles. Le 20 juillet, le téléphone sonne. Contre ordre, l'émir a changé d'avis. Il prend les Anglais. Après une sombre cabale. J'ai toujours détesté les Anglais, mais alors là, c'était plus fort que tout. Mon épouse tombe vraiment très bas. Elle ne cessait de répéter « EDF a tué ma mère ». À la fin du mois d'août, nouveau repas avec un couple d'amis. Le fameux Jean-Claude Alarcon, qui vient me voir avec sa nouvelle épouse. Il a buté tellement de fois qu'il en a usé 3. Il est parti à Périgueux, puis ensuite il est en Corse. C'est le chef de l'agence d'Action. Encore le syndrome entre la poire et le fromage. Il me demande si la Corse m'intéresse. Je dis, ben, et comment que ça m'intéresse? Ma famille et moi sommes à la rue, sans domicile fixe. Comment on fait? Appelle Philippe Monlebout, de ma part. Je l'appelle le lundi, rendez-vous le mercredi, embauché le vendredi, une semaine après, je suis à Ajaccio. Dans mon nouveau bureau d'assistant de distribution au service technique transport. Les enseignements. Même quand tu es officieusement pris dans un job, il se peut que ça capote vers les moments. Seule la lettre de nomination fait foi. Et encore. Là, il y a Gaviscon, c'est bien pour les brûleurs d'estomac. Hein. L'anglais est fourbe. Il est notre ennemi toujours en Ovalie. Comme partout dans le monde, d'ailleurs. Hein. Dans ta carrière, si tu le peux, choisis bien ton chef. La statistique est cruelle, mais elle montre qu'il y a autant de mauvais dirigeants que de mauvais monteurs en GF3. Plus rarement, tu croiseras des personnages fascinants. Identifie ceux qui sont d'une trempe différente, avec des caractéristiques techniques, ou mieux, humaines exceptionnelles. Ils ont vocation à prendre rapidement les manettes. Si faire une belle carrière pour toi est parmi tes priorités, approche-toi de l'un de ces météores, avec précaution, car ils sont malins, hein, et ils te verront ta semelle avant que tu aies le pied. Attention toutefois, choisis-le bien. Je vous raconte l'anecdote avec le petit père Monlebout. Monlebout qui a été directeur de distribution, malgré tout. J'étais en Corse depuis un an, et cette électricité de Grenoble. J'avais un collègue qui était directeur clinique, qui partait à la retraite, il me dit « Je pars à la retraite, est-ce que tu veux me succéder ?» Oui, Grenoble, c'est pas mal. Je dis oui. Il me dit, à l'époque, il dit « J'appelle », il me l'a dit, hein, « J'appelle Roussely pour te nommer. » Je dis « Non, t'appelles personne pour l'instant, je vais voir Monlebout. » J'étais voir Monlebout, je dis « Voilà, Philippe, je t'avais dit que si j'avais une gâche à l'international, je repars. » Il m'a dit « Oui. » Il m'a dit « Oui, c'est vrai. » Et il s'est levé, il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit « Il faut que tu restes. On a besoin de toi ici. » Et je ne serai pas ingrat. Je suis sorti de là, dans un nuage. J'étais voir mon ami Jean-Claude Alarcon qui était juste de l'autre côté. Je lui raconte ce truc, j'ai dit « Il est génial, Philippe. » Il m'a dit « Il nous a tous fait ça. À tous. » Voilà. Donc, excellent souvenir d'ailleurs de ce garçon qui était vraiment exceptionnel. Donc, les fameux météores au premier, tu leur rends service. Ils vont te mettre à l'épreuve, ils vont te mettre sous pression pour voir ce que tu as dans le ventre. S'ils sont vraiment de qualité, ils te renverront en ascenseur. Accroche-toi loyalement à leur basque, tu les sers avec efficacité, loyauté et dévouement, et tu évolueras avec eux. On ne change jamais une équipe qui gagne. Mais attends-toi à un fort engagement personnel, c'est le prix à payer, hein, si c'est ta priorité. Ensuite, il y en a d'autres qui sont un peu zarbis, un peu pervers sur les bords. Si tu arrives à identifier, cela faut fuir, hein, parce que sinon ça peut mal finir pour toi.
Juin 2006, après 3 ans de Corse et de job technique prenant, la crise de la quarantaine bat son plein. J'ai acheté un cabriolet. Le GK m'a proposé de poursuivre une carrière linéaire de technique en Martinique. Je lui ai dit que non, ça ne m'intéresse pas, que je voulais faire autre chose et que je voulais faire un truc dans les RH. Et il me dit, t'es sûr? Je lui dis oui. Et il me dit, écoute, vas-y. Donc j'ai fait le cursus et je débarque en Alsace pour 3 ans dans le CODIR de EDF, GDF Service Alsace, en suivant un météore justement qui avait été identifié en Corse, qui était lui chef de l'agence de Bastia, et c'est lui qui m'a appelé, qui m'a dit est-ce que tu veux venir, j'ai besoin d'un DRH. Donc on a fait des rérogateurs de bras, on a fait partir les commerciaux, on a fermé les services clientèle, on a créé une filiale, une ambiance d'équipe extra. Mais au bout de 3 ans, le téléphone sonne. J'ai un appel de pied insistant pour aller à Lyon dans un job très intéressant. Vous imaginez, j'avais 40 et quelques années, c'était déjà le top de la grille. J'arrive chez moi, j'annonce, parce que j'avais dit à mon épouse, on va en Alsace, mais 3 ans, au bout de 3 ans, on revient chez nous. Voilà. Et elle me dit, est-ce que c'est important pour toi? Moi je dis, ben oui. Elle me dit alors, il faut y aller. C'est bon, on fait les valises, pardon. Douche froide. Non mais, t'as pas compris. Tu fais tes valises. Bon. Oui, parce que nous on est installés ici, j'ai un boulot intéressant, pas bien payé, je m'en fous, mais intéressant. Les filles sont installées, on avait des problèmes en Corse, tout va bien, on casse pas le truc. Bon. Difficile d'expliquer, je ne vous livre pas le petit couplet sur les cartons pleins de rideaux qui ne sont pas à la bonne longueur, mais ça, je pense qu'on a dû peut-être vous le faire aussi. Alors, je capte un signal familial fort, quelques palabres avec le GK qui me dit, bon ok, il n'y a pas de problème, on crée une filiale gaz, tu redoubles, tu vas DRH chez les gaziers. Mise au frigo 4 ans. Il m'a dit 4 ans maximum, dans 4 ans, je te rappelle. 3 enseignements. À EDF, la famille subit aussi les conséquences de ses choix professionnels et vous envoie parfois des signaux plus ou moins forts. Il faut savoir les prendre en considération pour ne pas mettre en danger sa famille. Sur ce champ également, vous êtes quand même un peu responsable. Lorsque les planètes semblent s'aligner avec le triptyque désir, rencontre, opportunité qui rentre en résonance, il est parfois salutaire pour soi et ou sa famille de savoir résister à l'appel du large et se donner le temps pour consolider son expérience et trouver un challenge mieux adapté. Redoubler un job identique dans une entité différente, c'est un nouveau job. Le contexte, les acteurs, les circuits sont différents. Si en plus vous pouvez choisir votre chef, ou savoir que c'est un météore, ça peut valoir le coup d'accepter une évolution horizontale. Il faut faire un bilan personnel et loyal avec sa hiérarchie et être réaliste. Tous les arbres ne montent pas au ciel. Autant connaître assez vite son apogée et gérer sereinement dans le temps sa trajectoire, avec autant d'étapes possibles que nécessaire. 4 ans de filiale à GRDF. Un chef extra et une adjointe météoritique. Alors ce qui est marrant, c'est que ce chef-là, Maurice, avait Marie-Françoise pour adjointe. Et maintenant, à Engie, il y a une directrice technique qui s'appelle Marie-Françoise et qui a un adjoint technique qui s'appelle Maurice. Donc ça je ne l'ai pas marqué, mais elle me vient maintenant. Il ne faut jamais insulter l'avenir avec un stagiaire, un jeune cadre. Il faut bien les traiter parce qu'on ne sait jamais. Ils peuvent grimper très vite et un beau jour, vous les retrouvez comme chef. Et là, vous allez payer au centuple le manque de respect. Alors, oui. Voilà, donc, au bout de 4 ans, bon, c'était un truc exceptionnel, cette construction de filiale. J'ai gardé d'ailleurs, je sais qu'il y a un gazier parmi nous qui a dû conserver le tube sur lequel on avait frappé le jour, je le vois, le gazier, on avait frappé le jour de la création. Le GK, il me rappelle, voilà, etc. Et, au bout de 4 ans, il me dit, bon,
une nouvelle proposition pour toi. Dialogue avec l'épouse, c'est important pour toi. Tu y vas. Bon, donc je refuse le truc. Et là, le GK que je connaissais bien me dit, transcrit à peu près ce qu'il m'a dit. Là, mon vieux, puisque tu refuses en privilégiant ta famille, ce que je peux comprendre, la boîte va te sortir des listes et tu te démerderas tout seul. J'en prends acte. La vie d'entreprise n'est parfois cruelle, mais c'est la vie. Heureusement, nouveau repas. Entre la broie et le fromage, une amie GK me dit et me lâche un scoop. Le DRH de Fessenheim monte à Paris. Le DU est désespéré et ne trouve personne. Son analyse, c'est le NUC, certes, mais t'es ingénieur, le job devrait te convenir, appelle-le. Ce que je fais, je l'appelle. Salut, ça va? Pas trop. Il paraît que tu cherches un DRH. Oui, Isabelle est partie à Paris. Je ne trouve personne. C'est une excellente pro, il me faut un type bien, je veux pas un tocard. Hein. Je te connais peut-être quelqu'un. Ah ouais? Qui? Il est un peu expérimenté, il est déjà DRH. C'est qui? J'ai dit, c'est moi. Non, tu déconnes. Tu te souviens de qui c'était? Le pilote de Harley. Non, tu déconnes. Tu veux venir dans le NUC? Je dis oui, mais dis attention, c'est pas comme la distrib. Je dis, c'est bien pour ça que je veux venir. La semaine suivante, on mangeait des asperges et du jambon. Et le coup a été organisé. Une fois de plus, l'importance de la poire et du fromage. Surtout lorsqu'on a un réseau amical de pairs. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est cultiver votre réseau. Choisissez-le par affinité élective, toujours pareil. Mais aussi en rendant de ci, de là, des petits services. Vous répondez favorablement à une demande d'aide, vous sollicitez une aide valorisante. Et vous créez une réputation de bon pro, bon camarade, facile et fidèle, sur qui on peut compter. Certains vont vous dire, ouais, mais ça c'est du grenouillage, c'est malsain. Non, c'est simplement être un bon pro. Je suis dans la fondation maintenant, je vois l'importance de ce réseau. Quand vous êtes comme un oiseau sur la branche et que vous devez trouver 25 000 € avant la fin de l'année, sinon il y a un licenciement à la clé. Là, le réseau, c'est quelque chose d'essentiel. Vous aurez aussi saisi qu'à tous les niveaux, vous êtes une ressource pour l'entreprise, que c'est elle qui trace votre parcours, qui répond à ses besoins, sans que vous ayez finalement grand-chose à dire en fonction de ce qu'elle vous sent capable de faire, de vos capacités d'adaptation. Si vous jouez le jeu, vous serez gagnant, jusqu'à votre niveau d'incompétence de Peter. Si vous décidez de ne pas jouer le jeu, là, petit à petit, la force centrifuge va vous sortir du maelstrom et vous serez sur le bord à gérer votre vie professionnelle comme vous le pourrez. Une fois de plus, c'est vous qui choisissez. 2016, 3 unités fort différentes dans les pattes, 13 ans de DRH, des épreuves humaines et sociales éreintantes. Waouh, ici. Vient l'envie de prendre du recul. Stop ou encore? Cette année, ça sera stop. Un ancien de Corse vient frapper à ma porte. J'ai un job à Lyon. C'est important pour toi? Il faut y aller. Et puis, une discussion avec le DU de l'époque me propose un deal, ma foi, alléchant, un jeu de chaises musicales à 4, où effectivement les uns deviennent les autres et les autres deviennent les uns. Et finalement, je débarque dans l'hydro pour faire finalement le job le plus intéressant que j'ai jamais fait, le job de CPP. Pourquoi? Parce que c'est un job d'une grande humanité, où en définitive on se sent un peu utile en cherchant à faire rentrer parfois des pièces carrées dans des trous ronds, hein, comme font les gamins quand ils sont petits. Mais c'est un job d'une grande richesse et surtout de pouvoir aider les autres. Bon, je passe rapidement sur l'entretien extrêmement courtois que j'ai eu avec Raphaël Maire, qui m'a effectivement très bien accueilli et j'avais bien compris que tout était un peu ficelé à l'avance. Bon. J'arrive et je croise quelqu'un qui est par là et qui me dit « Alors,
Alors, toi aussi, tu viens, l'hydro? Ouais, effectivement, l'hydro est une unité ciblée, et notamment, je sais qu'un certain nombre viennent de Fessenheim aussi, que j'ai identifié. Les enseignements, et ça sera à peu près la fin. Quand la lassitude s'installe, il ne faut pas se sédimenter dans un emploi. Vous allez perdre en performance. Il y a des cours de RH qui le montrent de manière très très claire. Et vous allez finir aigri ou insatisfait. Regardez ailleurs et relancez-vous dans un nouveau challenge. Une plante changée de peau souffre un peu au début, toujours. Mais elle refait vite son chevelure racinaire pour croître, embellir à nouveau. C'est pas possible dans un nouvel emploi, parce que vous avez des contraintes personnelles. Prenez des projets. Sortez-vous de votre routine et donnez-vous un coup de pied aux fesses. Sinon, vous allez vous encroûter. Comme le dit le roi hachémite dans Laurence d'Arabie, les jeunes sont faits pour faire la guerre et les vieux pour faire la paix. Après les années, le besoin de prendre du recul et de laisser les jeunes en première ligne devient une nécessité. Donnez-leur leur chance, comme on vous l'a donné à vous en son temps. Basculer dans la transmission, c'est aussi gratifiant que le combat sur le front. 6 exercices de CPP, comme je vous l'ai dit, le job le plus intéressant pour moi. Pratiquement 700 entretiens, 66 cocards, quelques bleus, des pépites identifiées et aspirées, d'autres qui ont décliné, de brillants succès, quelques rares en demi-teinte, nul n'est parfait, mais c'est normal, c'est la conjoncture, le recul de la mobilité, le manque d'engagement de la jeunesse, de l'attractivité de l'Est. L'unité évolue, perte de la vallée de l'Ain, ça m'a touché, parce qu'effectivement j'aimais bien cet endroit. Et je fais le bilan, je me dis, oh, il reste encore 3 ans à tirer, ça va être dur, il va falloir que je trouve des projets. Et un beau jour, une petite annonce tombe sur ma messagerie. Une fondation au nom un peu ridicule, c'est génial, cherche un délégué régional en mécénat de compétences pour 2 ans, avant la mise en activité. Le mécénat de compétences, c'est une nouvelle nouveauté qui permet de gérer les vieux croumirs qui encombrent chèrement les organigrammes, sont un peu amortis car frappés par le syndrome de fin de carrière professionnelle, et pourraient exercer leur talent dans des petites structures avec la défiscalisation de 60% des coûts, une aubaine pour la boîte. Proposé quelques fois, mais ça n'avait jamais marché. Le vieux logiciel de la synchronicité bifurcatoire se met en route. Le désir est là, une seule chose, la cheftaine, elle est comment? Je la rencontre. Bon, elle est un peu perchée, mais sympa. Et envie de travailler avec elle. Et là, c'est le plus gros changement. Une petite structure en pleine expansion, type start-up. Un métier de conviction et de double ambassade, dresser des ponts entre 2 continents, l'éducation et l'industrie, avec des codes différents. Ils se détestent. Hein. Les profs fabriquent des syndicalistes et c'est ce que leur reprochent les industriels. Et les profs ne pensent que les industriels sont des vilains capitalistes qui ne sont intéressés que par de la main-d'œuvre pas chère. Un métier de réseau et de survie de structure. Une équipe décoiffante. Il y a beaucoup de jeunes, des quadras, des pré-retraités, très diverses, européennes, féministes hardcore, des communicants non violents, spontanés, bienveillants, des personnages variés et attachants. Vous savez, des écologistes parisiens, trottinettes et quinoa, ça, il y en a un certain nombre. À l'idéologie dans l'air du temps, les échanges sont parfois un peu musclés. Des geeks de nouvelles technologies, c'est hallucinant. Et puis quelques périphériques provinciaux installés, un peu largués comme moi. Des outils de travail inconnus, des chaînes de communication courtes, enfin bref. Des conditions de travail qu'on devrait montrer, 1 mètre carré pour chacun, 20 dans une salle, étouffante l'été et glaciale l'hiver, tous les repas pris en commun dans la même salle, arriver en masse à 9h le matin, à 17h il n'y a plus personne, des litres de café, des after-work en permanence. Enfin, une vraie et nouvelle dernière expérience qui se prolonge par un bénévolat, parce que je reste bénévole. Et c'est pourquoi vous me verrez encore quelques temps, puisqu'effectivement, j'ai eu la chance de trouver un successeur, un type bien, que je vais aider au début, puis après, petit à petit, je vais l'effacer pour lui permettre de faire son tour. Et comme je l'avais promis au départ, je finis par
par les remerciements. J'en ai un certain nombre. Ben, ma famille initiale, hein. Denis, mon papa, Peggy, ma maman, Esmé et Yomé, mes 2 sœurs. Ma famille nucléaire, Françoise, mon épouse, Axel et Anne-Lorraine, mes 2 filles et Micha. Quelques instituts et profs marquants, Bertrand, Nicole, Léon, Florence, Marie-Albert. Des amis qui m'ont dirigé, qui m'ont aidé. Les 2 Robert, je sais peut-être même pas là. Des collègues distributeurs, Bruno, Denis, Olivier, Bertrand, Pierre, François, Maurice. Vous ne les connaissez pas, mais je me devais de leur dire. Les météores d'antan, Jean-Claude, Gilles, Maurice, Marie-Françoise, les hydroliciens du moment, ceux qui m'ont accueilli à bras ouverts, Raphaël, Luc, Laurent, Franck Olivier, et toute la clique du CODIR, des RH et du 7e, du 3e aussi, parce que j'ai quelques connaissances au 3e que je vais voir de temps en temps, et on m'y offre encore un café gentiment, j'y suis sensible. Mes petits, tous les hydrauliciens, producteurs du nucléaire, distributeurs, cadres ou agents de maîtrise qui sont passés entre mes pattes et que j'ai pu aider ou pas à changer de métier d'orientation. Les géniaux, je ne les nomme pas, et bien évidemment toutes celles et ceux, modestes ou célèbres, croisés dans mes nombreuses vies professionnelles, dont je vois certaines et certains présents dans cette salle, dont la liste complète serait l'équivalent d'un annuaire, mais si importants, qui m'ont aidé à polir ma pierre et à devenir ce que je suis. Avec pédagogie et compréhension, toujours. Bienveillance et amitié, très souvent, mais aussi rigueur et fermeté, parfois quand c'était nécessaire. Merci pour toutes ces interventions, pour tous ces échanges, ces rencontres, qui ont été pour moi des opportunités uniques pour grandir. Vous savez, il n'y a de richesse que d'hommes et de femmes, on ne peut pas les oublier. Mais surtout, n'oubliez pas, 1 kilo de nouilles dans un placard, 1 mètre de saucisse de Toulouse au congèle, une bonne bouteille à la cave, des poires et du fromage au frigo, pour être toujours prêt à accueillir les amis. On ne sait jamais, une synchronicité et la mécanique du circuitoire peut se mettre en branle. Merci à toutes et à tous pour votre patience. Les victuailles, c'est... Léo Caddy énoncer avec tous ces discours, moi je vais faire simple, hein, donc, il est difficile d'offrir quelque chose à Robert sur un départ, vu tout ce qu'il nous a raconté, ça rend d'autant plus difficile la tâche, mais au détour d'une conversation, il m'a à demi-mot avoué qu'il serait ok pour et touché par une contribution de notre part pour une activité à venir, et donc tu trouveras ça là-dedans, sur la contribution de tous. Avec un peu de lecture. Merci. Appréciée. Ouais. Merci. Merci à toi. Maintenant, on t'invite à ouvrir le bal du buffet. Si, maintenant.